De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, de Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9. Sur RBS 91.9. Alors, cette semaine, nous allons parler des semaines de l'égalité. Et avec nous, pour nous accompagner à l'émission, Regina. Bonjour. Et nous avons, en début de semaine, fait une interview de Mathieu Kahn, qui nous a parlé un peu de ce que pouvaient être les semaines de l'égalité. Mais peut-être avant de lancer l'interview, nous allons faire encore un planning, parce que les semaines de l'égalité, c'est une opération qui a démarré depuis le 25 septembre et qui durera encore jusqu'au 20 octobre, peut-être faire un petit point sur les événements qui vont encore se dérouler à partir de demain. Alors, aujourd'hui, il y a eu encore jusqu'à 16h, pardon, c'est fini, la visite de la nécropole nationale de Strasbourg-Cronenbourg. Demain, n'oubliez pas, une rencontre débat de 16h à 18h à la Fabrique de théâtre 10 rue du Haut-Wald à Strasbourg, qui parle de la validation du testing, qui parle de la consécration de l'action de groupe pour lutter contre les discriminations. Mardi 17 octobre, toujours encore à la Fabrique de théâtre 10 rue du Haut-Wald, une rencontre débat sur les discriminations dans le domaine de la santé. Jeudi, le 18 octobre, il y aura une rencontre débat de 18h à 20h sur quel droit pour les Chibani. Donc, ça sera à la Fabrique de théâtre. À la Fabrique de théâtre, en effet, merci beaucoup, Eric. Et le même jour, il y aura donc une projection du film Welcome. Oui, ou Loving. Et et Loving le lendemain. L'Odyssée. Voilà, 3 rue des Francs-Bourgeois. Je pense que la plupart des Strasbourgeois savent où est l'Odyssée. En plus de ça, en parallèle, il reste encore l'exposition jusqu'au 20 octobre de l'immigré au Chibani. Une exposition photo toujours pareil à la Fabrique de théâtre. Et encore 2 autres expositions au même lieu. Une exposition sur 9-13 mois jeunes citoyens. Une exposition conçue et présentée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Et une dernière exposition, savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine. Toutes ces expositions sont à la Fabrique de théâtre encore jusqu'au 20 octobre, 10 rue du Haut-Wald à Strasbourg. Avant de partir sur l'interview que nous avons fait de Mathieu Kahn, nous allons peut-être faire une petite pause musicale. Alors pour accompagner ces semaines de l'égalité, nous allons vous proposer des des artistes issus de, comme on dit, issus de la diversité et sans lesquels notre patrimoine musical ne serait pas le même. Alors pour commencer, Louis Chédid, Les horreurs du musée des horreurs. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Rebonjour. Avant de passer à l'entretien que nous avons enregistré avec Eric, puisqu'on a rencontré adjoint au maire de Strasbourg, monsieur Mathieu Kahn, qui est en charge de l'animation, formalisation et la gestion des activités municipales et l'accompagnement et le soutien de la vie associative et les relations avec les centres socioculturels et entre autres aussi la lutte contre les discriminations. Et donc on a rencontré Mathieu Kahn dans le cadre de notre émission et on lui a posé beaucoup de questions sur les 4 semaines de l'inégalité. Semaine de l'inégalité. Oui, et la lutte contre les discriminations. Donc actuellement, on vous propose donc la première partie de cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, donc bonjour, donc Mathieu Kahn, je suis adjoint au maire de Strasbourg et vice-président de l'Eurométropole, en charge, entre autres, de la jeunesse, de la lutte contre les discriminations, de la politique de la ville et du renouvellement urbain.
Vos missions spécifiques sont celles que vous venez de nous citer. Oui, auxquelles s'ajoutent un certain nombre d'autres délégations, l'éducation populaire, le développement et le soutien aux pratiques émergentes et aux cultures urbaines, la politique événementielle de la ville. Voilà, un panel assez large de délégations. Pour quelles raisons la ville organise-t-elle des semaines de l'égalité ? Alors, c'est un projet qui a maintenant 6 ans, parce que nous avons souhaité à l'époque poursuivre dans la création et dans le développement d'une politique de lutte contre les discriminations. C'est quelque chose qui n'existait pas à Strasbourg avant 2008. C'est une délégation que le maire m'a confiée en 2008, sur laquelle pendant 3 ans, nous avons commencé par travailler en interne au sein de la collectivité sur les process de recrutement, de parcours RH, pour mettre en place des procédures d'indication, vérifier aussi quels étaient nos processus de recrutement et vérifier qu'il n'y avait pas de discrimination flagrante, donner des outils de formation aussi aux agents et des outils de formation aux agents qui étaient en contact avec le public. Et puis ensuite, nous avons souhaité passer à une deuxième étape qui était une étape qui se donnait 3 objectifs. D'abord, nous avons travaillé avec une 50aine d'associations à mettre en place un réseau d'acteurs sur ces questions et donc à créer un répertoire d'acteurs qui est à la disponibilité de tous les services publics, associatifs ou autres et dans lequel on peut trouver des ressources ou des interlocuteurs pour traiter les différents cas de discrimination. Deuxième enjeu, nous avions souhaité créer une campagne de communication un peu choc pour interpeller la ville sur cette question autour d'une thématique unique qui était les discriminations sont un délit. Et donc rappeler qu'une discrimination est une rupture d'égalité, mais que c'est aussi un délit sanctionné, punissable par la loi. Et puis troisième enjeu, comme les discriminations ne viennent pas de nulle part, elles viennent souvent de stéréotypes, de représentations, de méconnaissances, nous avons souhaité développer un volet pédagogique, notamment en destination des scolaires, des jeunes, des enfants, et c'est aujourd'hui le volet qui a pris le plus de place dans ces semaines, puisque cette année, ça dure 1 mois et ça accueillera 205 classes de CE2 jusqu'en 5e, plus un certain nombre de groupes de jeunes. Quels sont les acteurs impliqués dans l'organisation de ces 4 semaines de la lutte contre la discrimination et la mise en œuvre de tels événements ? Alors, les acteurs, ils sont de 3 ordres. Il y a les acteurs institutionnels, nos partenaires institutionnels, et notamment l'éducation nationale, puisque nous travaillons beaucoup avec des groupes scolaires qui viennent visiter le parcours éducatif interactif dans un cadre scolaire. Donc évidemment, ça ne pouvait pas se faire sans l'éducation nationale. Deuxième partenaire, les services de la collectivité qui sont fortement mobilisés, notamment la mission lutte contre la discrimination qui pilote cette organisation. Et puis troisième partenaire, maintenant on en est à quasiment 60 associations, et je vais éviter d'en citer une plus que les autres, mais 60 associations qui participent à ces semaines, alors soit de manière diverse, soit en contribuant, en organisant des événements, des réflexions, des colloques, des spectacles. On a 80 manifestations durant ces semaines, soit en ayant contribué à l'élaboration du parcours pédagogique interactif qui est à la Fabrique de théâtre, et en l'animant aussi à travers la mobilisation d'un certain nombre de bénévoles et de militants associatifs. Est-ce que durant ces 6 années, durant lesquelles il y a cette semaine, ces 4 semaines ou 3 semaines qui sont organisées par la ville de Strasbourg, vous avez des échos positifs ou vos apprécions par rapport on a eu énormément d'échos positifs, notamment sur la partie pédagogique. C'est ce qui nous a amené, d'ailleurs, puisqu'au début c'était 1 semaine, maintenant c'est 4. Au début, on avait aussi une focale grand public. On a choisi cette année, depuis 2 ans d'ailleurs, plutôt de privilégier vraiment la dimension éducative et la cible, entre guillemets, scolaire, jeune, parce que d'abord, c'est là qu'on commence le plus tôt possible à travailler sur ces questions d'égalité, à déconstruire les représentations, les stéréotypes, à venir aussi contrebalancer souvent un certain nombre de messages issus du milieu amical, familial, ou ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et puis, on a d'excellents retours. La preuve, c'est que cette année, on est à 205 classes. Si on avait pu encore en accueillir, on avait encore des candidats. Donc l'idée est aussi pour nous d'essayer de poursuivre et peut-être d'amplifier encore. C'est 1 mois, peut-être le faire encore plus longtemps. Et on a aussi d'excellents retours des enseignants, puisqu'on a développé, avec l'aide notamment de Christine Panzer, qui est à la fois enseignante et militante associative, on a développé un guide pédagogique, donc qui est à disposition de tous les enseignants qui passent, et qui leur permet de poursuivre ou de préparer la venue ou de poursuivre en classe ce travail sur la question de l'égalité des droits, de la lutte contre la discrimination, des grandes figures
de ce combat pour l'égalité, des grandes dates aussi. Et donc on visite à la fois l'histoire, la mémoire, mais on travaille aussi sur le bien vivre ensemble, sur ce qu'est une politique d'urbanisme, sur les discriminations inscrites dans l'espace urbain. Voilà, donc on peut tout balayer et les retours des enseignants sont pour l'instant unanimement bons. On les forme aussi puisque chaque année on organise une session particulière. Cette année on a 90 enseignants qui ont participé à 2 heures de formation autour de ce parcours. À qui s'adresse exactement cet événement ? Il s'adresse à tous. Il s'adresse à tous à travers les campagnes d'affichage qui ont vocation à faire réfléchir, parfois à provoquer, à interpeller. Il s'adresse au grand public à travers toute une série de manifestations, expositions, débats, films et autres. Et puis, il s'adresse particulièrement, parce que ça, c'est le choix qu'on a fait à la ville en termes pour le parcours éducatif, il s'adresse particulièrement aux jeunes et aux enfants, parce qu'on a développé ce parcours interactif qui, je crois, aujourd'hui remplit une mission à la fois d'éducation, mais aussi une mission de citoyenneté, une mission d'éducation populaire aussi. Et puis, dans ces semaines, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de faire sortir les gens de leur zone de confort et de leur faire un pas de côté, notamment autour d'une idée centrale qui est de dire qu'on peut être soi-même discriminé et être discriminant. Que le fait d'être victime de discrimination pour une raison X, Y ou Z ne garantit pas que soi-même on ne reproduise pas ce même comportement à partir d'autres stéréotypes, d'autres clichés, d'autres représentations. Et donc, on travaille beaucoup sur la nécessité de faire un pas de côté durant ce mois, qui se traduit concrètement par le fait qu'un certain nombre d'associations, eh bien, durant cette période-là, sensibilisent leurs membres, leurs réseaux, leurs militants à d'autres thématiques que les leurs. Les associations de lutte contre l'homophobie, par exemple, vont peut-être plutôt se préoccuper de racisme. Les associations de quartier impliquées dans la lutte contre les discriminations liées à l'origine réelle ou supposée vont peut-être plutôt s'occuper de lutte contre l'homophobie, pour prendre un exemple assez courant de ces croisements. On va avoir des associations de lutte contre, je sais pas moi, par exemple le handicap, qui vont se préoccuper de l'égalité homme-femme, des associations plutôt ciblées généralement sur les questions d'égalité de genre, qui cette semaine-là vont peut-être s'intéresser à ce qui peut se passer dans les quartiers populaires. Enfin voilà, on essaie de croiser aussi et de faire un pas de côté. Du coup, si j'ai bien compris, de toute façon, vous allez dans les classes, vous allez rendre visite, enfin, vous allez voir les jeunes et puis proposer vos formations. Pour les adultes, il y a des expositions, des temps de débat. Où est-ce qu'on peut trouver ces renseignements particuliers ? Tout est en ligne sur le site de la ville. Il y a un catalogue, un document programme qui recense l'ensemble de ces manifestations. Alors effectivement, elle s'adresse à des âges relativement différents, sachant que le parcours pédagogique et interactif où viennent les classes, nous n'allons pas dans les classes, ce sont les classes qui viennent à la fabrique de théâtre, en dehors des horaires réservés aux scolaires, est ouvert à tout public. Donc notamment de 16h30 à 18h du lundi au vendredi et 14h à 17h le samedi. Tout public peut y accéder, les visiter pour le coup librement, c'est-à-dire il n'y a pas, là pour le coup les animateurs sont pas là pour animer, mais c'est accessible et on découvre plein de choses, on en apprend, enfin je pense que tout le monde peut apprendre un certain nombre de choses. J'ai une question, est-ce que parmi les animateurs et les formateurs, il y a des gens qui ont fait comme retour que on ne prêche que des convaincus ou des gens qui sont en voie d'être convaincus ? Sur le grand public et sur oui, c'est un peu le constat et c'est un peu pour ça qu'on a choisi au niveau de la partie portée par la ville et pilotée par la ville, je parle pas des parties des associations, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi de mettre la focale sur les jeunes et sur les enfants, parce que là pour le coup on prêche pas des convaincus. Là pour le coup on fait une vraie mission d'éducation, on fait une vraie mission d'éducation populaire, on leur apprend, on les fait réfléchir. Alors on nous dit régulièrement est-ce qu'un parcours de 2 heures, 2 heures et demie suffit ? Bien sûr que non, mais c'est un travail qui est poursuivi par les enseignants en classe et on met y compris les jeunes dans des situations difficiles puisqu'on les amène à vivre concrètement des discriminations. Ils fonctionnent par groupe, donc les classes sont coupées en 2 avec chacune un animateur et donc ils vont passer par différents ateliers qui vont leur faire voir l'histoire de la lutte pour les droits, les grandes dates. On a des ateliers autour de l'urbanisme, des différents modes d'habiter par exemple, en quoi ils peuvent être constitutifs de ségrégation ou de discrimination. Et puis durant ce parcours-là, on va avoir des moments où des enfants issus du groupe vont être discriminés. Pas évidemment sur une base réelle ou légale, mais ils vont avoir des cartons de couleurs, ils vont être badgés avec des couleurs différentes et selon leur couleur, eh bien ils ne pourront pas accéder à certaines activités. On a par exemple 2 exemples qui font souvent réagir. On a une projection de court-métrage, donc sous forme d'animation, de court-métrage d'animation autour de ces questions-là, ou une cour de récréation, parce qu'on est sur les enfants, ils ont besoin de souffler aussi. Eh bien il se trouve que dans chaque groupe,
2 ou 3 enfants ne pourront pas accéder au court-métrage ou seront privés de récréation. On les mettra dans le coin plutôt que de leur permettre d'accéder à la cour. L'idée est ensuite de reprendre avec le groupe ce qui s'est passé, et il y a un tribunal qui est reconstitué où l'animateur, donc qui a été discriminant, eh bien passe en jugement devant les enfants qui vont essayer de comprendre pourquoi il a fait ça et de proposer une sanction ou une réparation. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est d'observer les réactions. On l'a fait la semaine dernière avec des jeunes sur les enfants, je serais plus nuancé, on l'a fait avec des jeunes en service civique. Donc qui sont plutôt des jeunes adultes, hein. Et c'était très intéressant d'observer les réactions. On a un groupe où personne n'a moufté, et puis un groupe où d'autres se sont rebellés en disant bah non, si eux peuvent pas regarder le film, moi je le regarde pas non plus. Et c'est ça aussi qu'on attend. On observe ces comportements. Alors sur des enfants d'âge primaire, c'est plus compliqué, mais sur des groupes de jeunes, on observe aussi, on essaie de voir si cette situation, qui est une rupture d'égalité, qui est un sentiment d'injustice, les faire réagir ou pas, ou si finalement, comme la personne qui les accueille est un animateur investi d'une forme d'autorité, est-ce qu'ils vont oser ou pas, à un moment donné, contrecarrer cette forme d'autorité. C'est toujours très intéressant. Cette campagne, est-ce qu'elle s'adresse également aux familles? Parce que j'imagine que c'est là qui se forment premièrement, je dirais, les comportements particuliers ou les habitudes quelconques. C'est là que se créent les représentations, les stéréotypes. On est tous, de toute façon, bourrés de représentations, de stéréotypes différents selon nos cultures, nos parcours. Parfois, on s'en rend même plus compte, mais on en a tous. Et donc, à un moment donné, la question n'est pas là-dessus d'avoir une position morale ou moralisatrice en disant bouh, c'est pas bien, mais d'essayer plutôt de comprendre d'où ça vient, pourquoi, d'essayer de travailler dessus. Et donc, on a des ateliers qui s'adressent peut-être plus spécifiquement aux familles. Je vais prendre un exemple, qui est un atelier qui m'a un peu surpris quand on l'a proposé. C'est un atelier autour de la petite enfance, porté par une association, où on met des parents, des tout petits enfants, en situation sur les tapis d'éveil, et où ils vont se confronter à des surfaces différentes. Et en fait, le parent, on se rend compte à ce moment-là que le parent va transmettre à l'enfant sa propre représentation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'un adulte va trouver doux, d'autres rugueuses, rêches, et en fait, on va transmettre immédiatement ça à l'enfant. Et donc, évidemment, l'idée n'est pas là-dessus de dire que ce qui est pas doux est pas doux, mais d'essayer de faire réfléchir sur la manière dont on transmet, dont on éduque aussi finalement, et donc on transmet à l'enfant ses propres représentations de ce qu'est le monde, et donc derrière sa propre vision, et ainsi de suite. En partant de cet exemple tout simple de dire, bah pour nous, il semble totalement objectif que telle ou telle matière est plus douce ou plus rugueuse, bah ça l'est peut-être pas forcément. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions aussi d'associations pour essayer d'attirer un public qui ne serait vis-à-vis, a priori, pas intéressé par ces semaines-là? On essaye, chaque association. Après, c'est quelque chose, dès qu'on dépasse le cadre d'un public qui est emmené en groupe, public scolaire, c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce choix-là, ou de jeunes, on a des publics adultes, hein, on a des associations qui travaillent par exemple des ateliers d'alphabétisation ou de français langue étrangère, qui emmènent des groupes entiers, parce que là aussi, il y a un travail à faire. Après, dès qu'on sort de groupes organisés ou de choses structurées, c'est plus compliqué. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix, à un moment donné, de privilégier le cadre scolaire, le cadre associatif, des groupes organisés. C'est déjà un gros boulot, quoi. Je ne connais pas beaucoup de projets éducatifs dans cette ville qui touchent 205 classes. Donc c'est déjà un gros boulot. Et on a choisi cette priorité-là et on l'assume. Oui, du coup, parce que ça appelle une autre question, parce que pour le coup, on voit, c'est un sentiment général, je dirais, en France, voire même en Europe, des montées des discriminations et des actes. Et donc, du coup, à votre avis, quel est l'impact de ces événements-là dans ce cadre vraiment spécifique qu'on vit en ce moment? Mais la question de la lutte contre les discriminations est de toute façon une question sur laquelle il faut de l'humilité et de la patience. Moi, je suis de ceux qui sont de manière pessimiste, convaincus que de toute façon, chaque société invente ses propres inégalités et chaque société invente ses discriminations. Aujourd'hui, des choses, et c'est aussi l'un de ces enjeux de parcours éducatif, des choses qui nous semblent insupportables aujourd'hui étaient communément admises il y a 60 ans. Quand on explique à des enfants que dans les années 60 aux États-Unis, les Noirs pouvaient pas encore monter dans les mêmes bus, ou en tout cas s'asseoir au même endroit que les Blancs, ils ouvrent des grands yeux. Quand on leur explique, quand on remonte à la Révolution française et qu'on leur dit, bah c'est bien la Révolution française, mais les femmes pouvaient être guillotinées, mais elles n'avaient pas le droit de voter.
citation d'Olympe de Gouges. Voilà, si les femmes doivent voter, elles peuvent monter à l'échafaud, elles doivent aussi pouvoir voter. Bon, c'est aussi cette idée de se dire, c'est un combat permanent. D'ailleurs, on n'en aura jamais fini avec les discriminations. Enfin, moi, je suis peut-être désespérément pessimiste. On n'en aura jamais fini. Et donc, à un moment donné, c'est juste une question de combat permanent, d'éducation permanente. Et c'est aussi ce choix de se dire, la tâche est tellement énorme qu'à un moment donné, quand on mène une politique publique, il faut la prioriser. Et il y a une chose qui est très difficile. On a mis en place des dispositifs d'accompagnement des victimes. C'est extrêmement difficile de prouver une discrimination. Ça, c'est un fait. La charge de la preuve, même si elle a été inversée, est extrêmement difficile à prouver. Et donc, on a choisi de privilégier cette dimension éducative et de s'adresser à ceux qui sont encore peut-être pas les plus faciles, mais en tout cas ceux qui représentent les citoyens de demain. Et à chaque fois qu'on voit une classe qui sort en se disant, on se dit si demain dans la cour ils se traiteront un peu moins de PD à la récréation ou que ils se respecteront un peu plus entre garçons et filles, on aura gagné quelque chose parce que ça restera ancré. Voilà, mais il faut là-dessus beaucoup d'humilité. Quel est le degré d'implication des citoyens dans ces événements? Est-ce que les personnes viennent librement pour participer? Alors, les personnes peuvent venir librement. Alors, encore une fois, c'est très variable. Oui, alors, ça dépend quoi. C'est-à-dire que on a effectivement plus de succès, par exemple, quand on projette à l'Odyssée le film Welcome ou des films, que quand on organise le énième débat où on y aura dans la salle que des gens qu'on connaît tous et on sera tous d'accord entre nous. Voilà. Après, il faut l'ensemble de ces actions-là, et même si, par exemple, je prends l'exemple de projection de film à l'Odyssée, ne serait-ce que les gens qui vont aller voir un film comme Welcome et qui vont franchir la porte de l'Odyssée, déjà, on peut penser qu'ils sont sensibilisés à ce sujet. D'où l'idée des campagnes de communication un peu choc dans la ville. Mais encore une fois, on n'a pas la prétention de toucher tout le monde. Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir contrecarrer tous les discours homophobes, racistes, antisémites, xénophobes qui existent, parce que la puissance de frappe de ces discours-là est énorme. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un combat. Après, je pense qu'il y a des choses qui se jouent sur les générations futures. Et c'est plutôt aujourd'hui sur ce terrain-là qu'on a choisi, nous, de mettre l'accent de notre politique publique, sans délaisser l'autre. Mais on voit bien aujourd'hui que quand vous avez des déferlements... D'ailleurs, c'est pas des actions de ce type-là. Alors, elles sont importantes, mais par rapport à un grand public, je parle pas du public, encore une fois, du public sur lequel on peut mener un projet éducatif long, et qui en plus arrive souvent avec ses propres représentations, mais les enfants sont quand même moins sujets à des visions déjà très clivées ou très structurées de la société. Donc on contribue aussi à structurer leur vision. Mais après, sur un grand public qui n'est pas sensibilisé à ces questions-là, c'est extrêmement compliqué avec des actions de ce type-là de venir contrecarrer 2 minutes 30 de reportage télé. Voilà, donc c'est une réalité. On n'a pas la puissance de frappe de TF1. Donc, à un moment donné, on mène un travail de longue haleine et de la patience, qui est important et dont on se dit que j'espère qu'il porte ses fruits, y compris sur le grand public. Mais c'est vrai que là-dessus, il faut beaucoup, encore une fois, d'humilité. D'accord. Mais vous pensez quand même les comportements changent malgré tout. Et peut-être il y a des manifestations qui sont beaucoup plus productives que les autres. Par exemple, je ne sais pas, les ateliers pédagogiques ou les débats. Les comportements changent, mais ils changent lentement. Et ils changent progressivement, et c'est des choses extrêmement fragiles. C'est-à-dire qu'on voit bien, aujourd'hui, je prends un exemple de quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux, je suis sidéré, je pense que je suis pas le seul, que des élus près de Tours aient pu, pour inaugurer une station d'épuration, j'ai vu ça hier, mettre 2 jeunes filles en maillot de bain. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça choque tout le monde. Bon, ou en tout cas, 90% des gens de ce pays. La question des inégalités salariales entre hommes et femmes choque encore un peu moins. Si je prends la question de l'homophobie, aujourd'hui, vous allez quand même avoir très peu de gens qui vont se déclarer ouvertement homophobes ou qui vont vous expliquer que c'est un comportement contre nature. Bon, ceci étant, vous allez en avoir plein qui vont vous dire « Ah ouais, mais quand même, le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est un homme et une femme. » Où est la frontière entre l'homophobie dans les deux cas? Pour moi, il n'y en a pas.
Simplement, on commence à assister à des discours qui sont des discours, et c'est ça aussi ces évolutions. Des discours qui, il y a 50 ou 60 ans, auraient été considérés comme étant acceptables, sur un plan politique, de médias, aujourd'hui deviennent insupportables, ils se modifient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus le fait qu'un homme aime un homme qui est insupportable, c'est le fait qu'il puisse se marier. Alors, quelque part, on progresse un peu, et en même temps, il faut être extrêmement vigilant, parce que derrière, c'est quand même le même fond, le même Roland. On pourrait décliner ça, y compris sur les questions des inégalités hommes-femmes, sur la question du racisme. Aujourd'hui, pendant très longtemps, c'était c'était les banlieues, et c'était les populations issues des premières vagues d'immigration qui étaient ciblées. Aujourd'hui, c'est les Roms. Ah. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand vous discutez, on a eu plusieurs débats comme ça, et c'est pour ça que je disais qu'on incite aussi des gens à faire un pas de côté. Et moi, je suis pas sur une vision moralisatrice, punitive, sauf quand on a une vraie rupture, parce que encore une fois, une discrimination, c'est un délit. Mais quand on est dans les représentations et les stéréotypes, je pense qu'il faut pouvoir entendre que tout le monde en a. Quand vous discutez aujourd'hui avec dans les quartiers politiques de la ville, avec des personnes issues de vagues migratoires. Les propos sur les Roms, par exemple, peuvent être extrêmement violents. Mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire, si vous prenez le 19e siècle ou le début du 20e siècle, vous prenez les écrits des Italiens en Lorraine, par exemple, ou des Polonais, c'était souvent ceux qui ont été, alors je caricature pas et je ne dis pas tous les Italiens ou tous les gens d'origine polonaise, mais on a eu des gens des propos extrêmement durs de ceux qui eux-mêmes étaient issus de l'immigration sur les vagues d'immigration d'Afrique du Nord dans les années 60 ou 70. Donc à un moment donné, c'est un perpétuel recommencement parce qu'on trouve toujours quelqu'un, et ça c'est l'une des difficultés de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on trouve toujours quelqu'un qui est en fait plus malheureux que soi ou plus misérable que soi, mais dont on se dit mais on lui donne trop. Et donc je pense que ça aussi c'est un de nos enjeux, parce que les discriminations c'est aussi ça. C'est-à-dire c'est arrêter d'opposer les uns aux autres. C'est arrêter de dire aux gens dans les logements sociaux, tiens regardez les gens du voyage, tout ce qu'on fait pour eux. Voilà, donc c'est aussi et aujourd'hui il se trouve qu'on a des discours politiques qui prospèrent et qui d'ailleurs ont fait 35% en deuxième tour de la dernière élection présidentielle, qui prospèrent sur ce terreau-là. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société sur RBS 91.9. Nous allons retrouver la suite de l'interview de Mathieu Kahn après une petite pause musicale. Alors, dans nos choix musicaux, encore un groupe qui a marqué la culture musicale française, un groupe issu de la diversité, IAM, très connu, né sous la même étoile. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur RBS 91.9, nous vous proposons donc la deuxième partie de notre interview avec Eric, avec messieurs Mathieu Kahn. Vous disiez tout à l'heure que c'est très très difficile de prouver la discrimination. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi encore plus difficile de venir et s'en plaindre aussi? Qu'est-ce qu'on en sait des discriminations à Strasbourg au niveau des plaintes et des résultats de ces plaintes-là? On n'en sait pas grand-chose en fait, parce que d'abord il y a peu de statistiques. Ensuite, les victimes ont effectivement tendance, il y a des choses qui sont totalement intériorisées aujourd'hui, comme étant quasi normales. Et puis après, la difficulté, c'est qu'il faut un traitement. Quand on a travaillé pendant 3 ans au sein des services de la collectivité sur les questions de plainte, de discrimination, on a eu des agents qui sont venus nous voir en disant « je suis victime de discrimination ». Sur, je sais pas, je vais pas donner des chiffres, mais sur l'ensemble des dossiers que j'ai pu avoir en main, le nombre de cas qui relevaient effectivement d'une vraie discrimination au sens légal du terme, et donc punissable juridiquement, était assez faible. On en a eu des cas de transphobie notamment, mais ça c'est un sujet extrêmement compliqué aujourd'hui. Mais on a eu par contre beaucoup de cas où les gens venaient nous voir sur une base de « je suis discriminé », je pense à un ou l'autre cas parce que femme est issue de l'immigration. Quand on regarde un peu le dossier, qu'on interroge les uns et les autres, on se rend compte que non, elle n'était pas discriminée parce que femme issue de l'immigration. Elle était discriminée parce que mauvaise politique de gestion des ressources humaines.
Et donc à un moment donné, il faut aussi ne pas... c'est compliqué, mais il faut entendre. C'est-à-dire que derrière, ça veut aussi dire, est-ce que cette mauvaise politique de gestion de ressources humaines, dans le cas auquel je pense, était liée au fait que ce soit une femme issue de l'immigration ? Non, parce que d'autres ont été rigoureusement dans la même situation. Donc on est sur un mauvais process. Après, on a de vrais cas de discrimination, mais qui sont parfois... Il y a le cas, si vous voulez, le cas flagrant qui est facile à prouver, on vous dit ah bah non madame, vous comprenez, c'est un poste à responsabilité, et puis une femme a un poste à responsabilité, ça va pas. Ou bien vous avez 27 ans, vous allez faire des enfants, ça va pas être possible. Ou bien ah bah non, là on veut un blanc. C'est quand même devenu extrêmement rare. On a encore des cas. Par contre, on se heurte à des choses, y compris au sein de la collectivité dont je suis l'élu. On a eu, par exemple, sur des fiches de poste, dans les compétences recherchées, parler alsacien. Bon, si c'est pour travailler au musée alsacien et avoir à lire des textes en alsacien, franchement, je peux comprendre. C'est une compétence normale. Si c'est pour travailler au service de la voirie, j'ai du mal à comprendre en quoi parler alsacien est nécessaire pour travailler au service de la voirie. Et puis on a des choses plus larvées. Quand on a travaillé sur les process de recrutement, on a fait des sondages. Et donc on a cherché les sondages et on a regardé des process de recrutement en regardant ce que les gens qui recrutaient écrivaient. Et on s'est par exemple rendu compte que sur certains cas, alors pour les gens c'est pas une discrimination, mais dans les faits c'en est une. Ah bah non, ce poste-là, c'est un poste qui nécessite beaucoup de réunions en soirée. On est sur une femme trentenaire, mère de famille, ça va pas être possible pour elle. Pourquoi ? Parce qu'il y a les enfants. Ah voilà. Mais on est dans un cas flagrant de discrimination. On décide pour elle. On décide à sa place. On est dans un cas flagrant de discrimination. Et donc on présuppose qu'elle ne pourra pas assumer cette responsabilité. Mais après, derrière, quand vous faites ça, vous arrivez sur plein d'autres choses. Parce que, et c'est un process qui est complexe, parce que la question de la réunion en soirée, par exemple, je prends cet exemple-là, peut être soi-même une discrimination. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez sur un poste une obligation d'avoir beaucoup de réunions entre 18h et 20h, bah effectivement, vous pouvez vous dire, mais c'est vrai, moi, c'est pas une question d'un homme ou d'une femme, c'est une question d'un individu qui a des enfants et qui a envie de passer ce temps-là avec eux. Et donc, vous pouvez vous dire, mais vous allez les écarter forcément de ce recrutement. Et dans la foulée, pourquoi, l'élu que je suis, ne peut pas rester attentif à ça, mais j'ai pas réglé cette question de croisature du cercle. Parce que dans la foulée, pourquoi vous faites des réunions de 18h à 20h ? Souvent parce que ce sont des réunions avec des habitants, et que vous voulez qu'ils puissent être disponibles. Et donc, si vous les faites en journée, vous allez discriminer ceux qui travaillent. Et donc, à un moment donné, on est dans cette quadrature du cercle qui est compliquée à régler, mais sur laquelle il faut avoir une espèce de vigilance permanente, et à laquelle, moi, pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvée, c'est la diversité. C'est la diversité des profils, c'est la diversité des temps, c'est la diversité des méthodes, et donc de ne pas avoir des temporalités uniques et des profils uniques. En dehors des semaines de l'égalité, comment la municipalité donne cours à cette lutte contre les discriminations ? Alors, à travers différentes choses. D'abord, à travers cette vigilance qu'on a sur ce qui se passe au sein des services de la ville et de l'Eurométropole. Nous sommes quand même le 2e employeur du département. Donc, ça donne pour nous une responsabilité. Ça prend un peu de temps. Ensuite, on soutient énormément d'actions et d'initiatives associatives par le biais de financements divers. Et puis, on participe à toute une série de réseaux. C'est-à-dire que Strasbourg, nous sommes membres fondateurs du premier réseau d'élus engagés contre la lutte contre la discrimination qui s'est créé il y a 1 an. C'est aussi surprenant que ça puisse paraître, jusque-là ça n'existait pas. Et donc nous sommes dans les 10 collectivités qui ont créé ce réseau, ce qui est important parce que ça nous a permis de porter au niveau national un certain nombre de revendications, d'être structurés et d'essayer là aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne règle pas au niveau local, d'essayer de faire évoluer les textes, de faire évoluer la loi et surtout de faire évoluer la manière dont on appréhende ces questions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas envisageable, et dans les instructions qui sont données aux procureurs et au ministère de la Justice, je pense qu'aujourd'hui, personne n'accepterait qu'on traite avec légèreté un cas flagrant d'antisémitisme ou de racisme. Il y a d'autres cas un peu moins flagrants où on se dit, bon, on va peut-être pas engager une procédure judiciaire pour ça. Alors que c'est un passage obligé, à la fois si on veut utiliser le bâton quand même, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, surtout quand on rend les choses délictuelles, si on veut utiliser le bâton pour envoyer quelques messages à la société, et aussi pour la reconnaissance du statut de victime de la victime. Parce que la difficulté sur ces questions-là, c'est qu'on reconnaît rarement à une victime de discrimination son statut de victime. Donc c'est comme ça qu'on essaie de travailler, mais encore une fois, c'est un sujet sur lequel il y a tellement à faire
que voilà, on sait que nous on fait plein de choses, mais on sait aussi que c'est une goutte d'eau par rapport aux enjeux. Si on est témoin ou alors victime de discrimination, qu'est-ce qu'on peut faire à Strasbourg ou même au niveau national? Alors, si on est témoin ou victime de discrimination, il y a plusieurs choses. D'abord, ça dépend où on est, dans quel cadre. Nous, on est en train de réfléchir à la création d'un numéro unique, sur lequel on a quelques réserves pour l'instant, parce qu'on a un réseau d'acteurs qui est structurant. Mais en tout cas, il y a un point qui n'est pas un numéro de téléphone, mais qui est le site internet de la ville. Sur le site internet de la ville, à l'onglet lutte contre les discriminations, vous avez le répertoire des associations que j'ai indiquées. Et donc, vous avez immédiatement un contact ou d'associations d'aide aux victimes, ou d'associations donc, qui sont généralistes, ou d'associations qui sont spécialisées dans la prévention de l'homophobie, la lutte contre le racisme ou autres. Vous pouvez les contacter. Et le fait qu'elles soient là, c'est qu'elles se sont engagées à accompagner les victimes et à répondre à toutes les questions. Ensuite, vous avez le défenseur des droits pour des processus un peu plus complexes, notamment quand on est en lien avec l'administration ou avec des services publics. Le défenseur des droits a un représentant dans chaque département qui peut être saisi. Après, vous avez la maison de la justice et du droit, qui est aussi un endroit où on peut aller. Et par principe, derrière, l'ensemble des lieux d'accueil de services publics, en tout cas ceux qui dépendent de la ville, après, je ne vais pas vous dire que vous aurez toujours la réponse adéquate, mais sont dotés de ce répertoire d'acteurs. Et donc, si on est sujet, si on est victime ou si on est témoin, et si on veut savoir ce qu'on peut faire, il suffit à un moment donné de dire voilà, de se présenter à un service public, de dire à un accueil, et après on orientera nous sur les gens capables d'accompagner cette démarche. J'aimerais bien peut-être aborder la question de vos responsabilités au sein de la ville. Vous êtes en charge, entre autres, du soutien au développement des cultures urbaines et le développement de l'éducation populaire. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ces deux sujets? Alors, l'éducation populaire, c'est un mot un petit peu ancien. L'éducation populaire, souvent, alors, je ne sais pas si je vais la définir, parce que généralement, ils font des colloques de 4 jours pour définir ce qu'est l'éducation populaire, mais ça s'oppose à l'éducation, ou ça complète l'éducation formelle. C'est-à-dire, on a le cadre scolaire, on a l'éducation formelle, puis on a l'éducation populaire, c'est l'éducation non formelle dans toutes ses formes. Donc, c'est d'abord pour nous, cette politique-là, le soutien à toute une série d'associations. On a 30 associations avec lesquelles on a des conventions pluriannuelles d'objectifs qu'on finance, des centres sociaux, des associations d'éducation populaire, qui sont à la fois des lieux d'accueil de toutes les générations, sur des projets de loisirs, d'accès à la culture, de développement éducatif, d'accompagnement social, ou aussi des lieux de formation, par exemple d'accompagnement dans la formation des jeunes, à l'animation volontaire, BAFA, BAFD, et donc c'est un tout petit peu tout ça. Après, aujourd'hui, l'éducation populaire, elle change. C'est-à-dire qu'on a d'autres formes d'éducation populaire. Quand j'avais été élu à l'éducation populaire, j'avais l'habitude de dire que on a un peu l'image d'Épinal de l'éducation populaire, qui sont ces associations avec des vieux monsieur de 60 ans, barbus, qui fument la pipe, qui ont des cols roulés et des pantalons en velours côtelé, qui se réunissent dans les arrière-salles et qui organisent des colonies de vacances. À la fois, ça c'est extrêmement important, mais ça a beaucoup changé. Et donc aujourd'hui, par exemple, on soutient d'autres axes. Quand on met en place des structures comme Troc Savoir ou l'Accorderie, qui sont des structures où plutôt que d'échanger un savoir à travers de l'argent, on échange des savoirs. Moi, je sais jouer du piano, toi, tu sais faire de la cuisine, je sais pas moi, moldave. Eh bien, je vais t'apprendre à jouer du piano, tu vas m'apprendre à faire de la cuisine. On est sur de l'éducation par l'autre. On est sur du contact. Donc, on est sur une forme d'éducation populaire. Quand aujourd'hui, on soutient d'autres formes, comme je pense par exemple à des compagnies, et ça fait le lien avec la question des cultures urbaines, qui utilisent le hip-hop, par exemple, pour travailler sur la question des mémoires des migrations. On est sur de l'éducation populaire. Et donc, l'idée pour moi, c'est de permettre... l'éducation populaire, c'est tout ce qui permet à un moment donné de se confronter à l'altérité, de développer son esprit critique, et finalement d'utiliser un autre mot un peu ancien, c'est-à-dire de s'émanciper. Et ça rejoint en ça fondamentalement notre politique de lutte contre les discriminations, l'ensemble des politiques publiques qu'on mène. L'idée, c'est de faire un citoyen qui soit un citoyen éclairé, libre de ses choix, qui n'ait pas à subir des choix et qui soit doté des outils pour comprendre le monde dans lequel il évolue. Une fois qu'on a dit ça, c'est très théorique, mais ça se décline dans plein de choses. Et ça se décline notamment dans un monde où on est de plus en plus confronté à l'image
et où on a peut-être de plus en plus tendance à un repli sur une forme de cellule familiale ou intérieure parce qu'on a plein de fenêtres ouvertes sur le monde avec la télévision, les médias, les réseaux sociaux, Internet. Et en même temps, du coup, on se referme certaines fenêtres sur le monde qui sont des fenêtres de proximité. Et donc l'idée, c'est pas de les opposer, mais c'est de continuer à ouvrir ces fenêtres de proximité sur le monde, que sont des ateliers, des ALSH, des colonies de vacances, le fait de faire ensemble aussi. Parce qu'on parle souvent du vivre ensemble. Le vivre ensemble suppose d'abord le faire ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on ne fait pas ensemble. Et puis ensuite, c'est aussi de travailler aujourd'hui sur tous ces enjeux, parce que je ne suis pas de ceux qui considèrent que Internet ou les réseaux sociaux soient Satan incarné. Moi, je pense plutôt que ce sont de formidables opportunités pour peu qu'on les accompagne. Et pour peu qu'on travaille aussi sur des politiques de formation, d'éducation à l'image. On voit bien ces dernières années que l'un des enjeux, enfin ces dernières années, oui, ces 2 ou 3 dernières années, depuis notamment les attentats de Charlie Hebdo, que l'un des enjeux, quand on voit tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est d'apprendre aussi à distinguer ce qui est une information de ce qui est de la propagande. De ce qui est une information objective, pour peu qu'elle puisse l'être, fondée par des journalistes, avec des sources, avec des choses vérifiées, recoupées, de tout ce qui peut être simplement de la propagande, de la désinformation. On voit bien à quelle vitesse ça circule aujourd'hui, avec en plus tous ces faux sites d'information qui, quand on a un peu ce recul, peuvent être assez drôles, mais qui parfois, on voit bien des gens qui prennent ces informations-là comme argent comptant. Et des rumeurs qui se propagent. Alors la rumeur a toujours existé, elle prend aujourd'hui d'autres formes et elle va beaucoup plus vite. Donc il faut aussi que nos politiques d'éducation aillent plus vite. Donc voilà un peu sur l'éducation populaire. Puis après sur les cultures urbaines, c'est aussi une question de lutte contre les discriminations, quelque part, parce que finalement on est sur des cultures dites émergentes qui sont plus du tout émergentes, mais qui ont aussi souvent traduit un rapport à la société, qui sont nés dans l'espace urbain, dans le détournant, souvent. Et moi, dans les cultures urbaines, j'englobe aussi bien les pratiques artistiques de hip-hop, de graphe ou autres, que les glisses, par exemple. Parce que souvent, il y a le même fondement. On évolue dans un environnement, on nous dit que l'environnement doit être comme ça, et ben on le détourne. C'est le hip-hop américain, c'est la rébellion d'un certain nombre de quartiers populaires à travers l'expression, à travers le rap. Je parle du rap engagé, je parle du rap qui a du sens, je ne parle pas du rap commercial. Je parle du hip-hop qui est aussi une manière de mêler un certain nombre de codes culturels. Et puis finalement, les glisses, le roller, le skate, c'est aussi l'utiliser l'espace urbain autrement pour se l'approprier. Voilà. Et donc, c'est aussi une manière de, quand on dit que chacun doit pouvoir faire ses propres choix, vivre sa vie, s'approprier l'environnement dans lequel on vit, l'espace urbain dans lequel on est, c'est aussi un enjeu. Du coup, est-ce que vous avez un mot de la fin ? Je pourrais en avoir beaucoup des mots de la fin, mais non, j'en ai pas un spécialement, si ce n'est pour inviter les uns et les autres à aller voir ce qu'on propose durant ce mois de l'égalité, mais aussi durant un peu toute l'année, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut là-dessus être conscient que nous sommes tous le produit d'une histoire, d'une culture, donc de représentation. Et que c'est bien de temps en temps de pouvoir faire ce pas de côté qui nous amène à les remettre en question de manière à progresser vers plus d'égalité. Oui, donc le mot de la fin, ce serait plutôt de dire que faites attention à ce dont vous êtes sûr et puis remettez ça en question. Le mot de la fin, c'est de se dire qu'on n'est jamais menacé par l'altérité. Voilà. Et il vaut mieux parfois s'y confronter, l'accepter, et puis essayer après. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que le triptyque républicain de la liberté, de l'égalité et de la fraternité est quelque chose qui a beaucoup de sens. Mais pour qu'il y ait liberté, parce que chacun revendique la liberté, il faut qu'il y ait égalité. Et pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait un peu de fraternité aussi. Donc je pense que ça a beaucoup de sens aujourd'hui et qu'il faut le rappeler, pas simplement comme étant une maxime théorique ou d'exclusion, mais comme étant un enjeu permanent de nos sociétés. Bon, bien, merci. Merci. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur le RBS 91.9, on peut dire que notre émission est déjà presque finie. J'ai une petite annonce donc pour nos auditeurs et auditrices.
actuellement, au musée des Arts modernes à Strasbourg, il y a donc une exposition qui est consacrée au laboratoire d'Europe, Strasbourg 1880-1930, et qui au lieu donc actuellement au musée d'Arts modernes de Strasbourg. Donc c'est du 22 septembre jusqu'à 25 février 2018. Et dans le cadre du partenariat du Conseil de résidents étrangers et des musées de Strasbourg, nous proposons 4 dimanches à partir du mois de novembre, 1 heure de cette exposition en différentes langues. Donc vous pouvez nous rejoindre en fait au musée tous les premiers dimanches à partir du mois de novembre. Et pour terminer cette émission, nous vous proposons de se retrouver dimanche prochain à la même heure, et notre émission sera consacrée